Jeudi 18 février 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous débutons sans titre et avec cette note nécrologique. L'ancien procureur général après la Cour suprême de Niamey et actuel conseiller à la Cour constitutionnelle Soli Abdourahmane est décédé ce jeudi à Niamey dans un incendie à son domicile. Paix à son âme. Cela dit, le 18 février 2010, le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, renversé le régime de la 6e République de Tanja Mamadou, une interruption du processus électoral démocratique du moins qui visiblement n'a pas répondu aux attentes du peuple nigérien. Reportage à Ousmane Sidikou et Nasser Sedou. 18 février 2010, une date qui ferait tilt dans la tête des autorités de la 6e République. Elle marquait l'éruption à travers un coup d'état de la junte militaire du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie CSRD. Elle sonnait aussi comme une délivrance, mais 6 ans après, les attentes ont fondu comme neige au soleil. Aujourd'hui, on peut prendre volet par volet, on va comprendre que la montagne, on peut dire qu'elle n'a même pas pu accoucher d'une souris, mais peut-être d'un pays en vérité. Il n'y a absolument rien du tout. Ça n'a été qu'une très grosse diversion de l'histoire sociopolitique du Niger. Comme tous les autres putsch, c'est ma position à moi, les putsch connus au Niger, on n'en a connu aucun qui a été en vérité d'une certaine utilité pour ce pays. Le 4e du genre depuis l'indépendance, au regard de leur gestion, ils sont loin d'être la solution toute trouvée. Le minimum de décence que les acteurs ont, c'est pratiquement abandonné. Je pense que le putsch n'a pas servi à quelque chose, à aucune faction en fait de ces acteurs-là. Et aujourd'hui, on a tout comme l'impression qu'il revient même sur le plateau. N'est-ce pas, cette idée? Je pense que c'est l'occasion peut-être de repousser le débat pour dire que notre trajectoire là, depuis surtout l'amorce du processus de démocratisation de notre pays, est-ce qu'on ne s'est pas lourdement trompé d'acteurs? Et pour preuve, c'est même la promotion pour des couches soumises pourtant à l'obligation de réserve. Vous verrez de 90 à nos jours des acteurs qu'on estimait qu'ils devaient prendre la distance par rapport à la vie démocratique ont pris de l'importance comme on ne pouvait l'imaginer. C'est l'armée, c'est les chefferies traditionnelles identifiées comme étant des forces non démocratiques, en fait qui ne participent pas à la vie démocratique en termes de débat public, en termes de prise de position partisane. Mais aujourd'hui, ils refont surface tous ces acteurs-là. Et c'est justement les forces dites vives de la nation des années 90 qui portaient un certain rêve, en fait, qui ont fini par décevoir. Et donc, je pense qu'il faut s'arrêter un quart de siècle après. N'est-ce pas? Parce que l'affaire Salou Djibou était juste un pan, sinon une virgule de l'histoire de notre pays. N'est-ce pas? Une virgule dans une phrase et il faut regarder toute la phrase et regarder également la virgule si elle est bien placée, si elle a servi à quelque chose ou elle n'a pas permis de dénaturer la phrase. Le terrain démocratique, quoi qu'on dise, reste et demeure le lieu indiqué et privilégié du jeu démocratique. Bien délimité, les acteurs n'ont d'autre choix que d'y évoluer en respectant les règles. Grosse page politique de ce journal à présent. Le 21 février prochain, les Nigériens seront aux urnes pour élire le président, mais aussi les députés nationaux. En quelques heures de ce scrutin, tout est fin prêt. Le matériel a été acheminé dans toutes les localités. Rassure Madame Katambe de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le colisage a commencé depuis le 2. On a fait le colisage pendant 2 semaines pour vraiment être sûr. Et la CENI a pris le soin de la sous-logistique a mis un superviseur régional pour toutes les régions. Et au niveau de tous les départements, on a pris le soin aussi de mettre un superviseur au niveau départemental. Donc au niveau du colisage là, chaque superviseur départemental a fait le colisage de son département et chaque régional a supervisé en fait les niveaux départementaux et c'est ainsi qu'on les a mis aussi dans les véhicules et maintenant tous les documents électoraux sont sur place au niveau des régions. Bon, dans certains départements par exemple comme Bilma on a déjà amené et à Difa aussi c'est déjà parti vers les Toumour. Maintenant
tous les présidents et régionaux, les départementaux, ils sont en formation au niveau des régions. Donc, dès qu'ils finissent déjà, le matériel est au niveau des régions. Donc, chaque départemental va prendre son lot de matériel et chacun va aller au niveau de son département pour faire le dispatching. Donc, en tout cas, jusqu'à ce jour-là, rien n'a été signalé et par rapport à un manque de matériel, sauf le code électoral qui est encore en édition, qui va finir bientôt, et ça on va aussi le transférer, même s'il faut mettre des moyens vraiment très efficaces pour pouvoir vraiment arriver à temps. Toutes les dispositions ont été prises. C'est pourquoi on a commencé, je vous ai dit, le colisage très tôt. Et maintenant, vraiment au niveau de toutes les régions, comme je vous l'ai dit, le matériel est déjà sur place. Et par rapport aux autres régions, même éloignées, ou bien aux régions où il y a l'insécurité. Donc nous avons pris toutes les dispositions parce que la sous-commission défense et sécurité de la CENI a pris toutes les dispositions par rapport vraiment à la sécurisation du matériel. Et même en transportant le matériel, chaque véhicule a son agent de sécurité vraiment pour se sécuriser. Jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a eu aucun problème par rapport à cet aspect-là. Et au niveau des régions comme frontaliers et où il y a des problèmes, il y a toujours une escorte au niveau de Difa, d'Agadez, dans le nord Tawa et le nord Tilaberi. Donc nous avons déjà, la sous-commission défense et sécurité a déjà mis des escortes. Madame Katambe Mariama, deuxième rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Restons avec la CENI qui a, comme vous le savez, autorisé le vote par témoignage à une décision tombée comme un grain de sable dans les yeux des organisations de la société civile nigérienne réunies au sein d'un collectif dit de résistance citoyenne. Un collectif qui a déjà rendu public une déclaration ce jour même relativement à la décision de la CENI. Le résumé de cette déclaration avec Sidikou Ousmane et Nasser Sedou. Par une telle sortie médiatique mobilisée au sein du collectif Résistance citoyenne, elles sont plusieurs organisations de la société civile qui, relativement aux élections de 2016, tiennent à partager leurs préoccupations, anxiété due à l'autorisation du vote par témoignage par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous estimons que cette décision est grave. Elle est grave parce que elle n'a pas de base véritablement légale. Elle constitue une violation des textes sur la base desquels les élections devraient être organisées. Une décision d'aucune base légale au départ, mais dont aussi le fondement a été biaisé à travers la saisie du Conseil d'État. Le fondement de cette décision de la CENI, c'est l'avis du Conseil d'État. Conseil d'État qui n'aurait même pas dû être saisi par le gouvernement, puisque quand le problème s'est posé, la CENI elle-même avait demandé au gouvernement, au chef de gouvernement, de saisir la Cour constitutionnelle pour avoir son avis. Un vote par témoignage qui cacherait d'autres dessins d'où sont rejetés en bloc par le collectif. Nous rejetons le vote par témoignage parce que ça permet de faire des fraudes. Et c'est avéré. C'est avéré. Par le passé, on a vu que ça peut permettre de faire des fraudes. Et nous voulons des élections clean. Lequel collectif n'a pas manqué de relever des défaillances liées à une impréparation dans l'organisation de ces élections. L'organisation de ces élections-là est en train de se faire dans un certain amateurisme. Nous avions cru, au vu de certaines décisions qui avaient été prises, que la CENI prenait très au sérieux son travail. Mais au vu de toutes les informations que nous avons énormément, beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes. Qu'on dise à ce jour que les membres du bureau ne sont pas formés, n'ont pas prêté serment, n'ont pas été redéployés. Le collectif Résistance citoyenne se dit plus que jamais déterminé pour que soient tenues dans des conditions transparentes ces élections et en a profité pour appeler à un véritable éveil citoyen.
Le président du parti du Progrès pour un Niger uni PPNU Saoui, Dr Abdoulaye Amadou Traoré, va se présenter pour la deuxième fois à l'élection présidentielle au Niger le 21 février 2016. Son portrait. L'espoir des Nigériens au présidentiel 2016 s'appelle Dr Abdoulaye Amadou Traoré. Né le 2 décembre 1970 à Tera, région de Tillabéri, marié, père de 4 enfants, Abdoulaye Amadou Traoré est issu d'une famille de 6 enfants. Carrière athlétique, grand sportif au sourire étincelant, Abdoulaye Amadou Traoré a un langage franc et direct. C'est une force de la nature que les Nigériennes et les Nigériens se préparent à hisser au plus haut sommet de l'État. En 1977, il fréquenta successivement l'école primaire de Yantala 2, puis celle de Plateau, où il obtint le certificat d'études primaires élémentaires. Il entra au CSU de Niamey, où il décrocha en 1988 le BPC. Abdoulaye Amadou Traoré poursuivit ensuite ses études au lycée Issa Korombe, où il obtint le baccalauréat d'État série D en 1994. Il entra à l'université Abdou Moumouni de Niamey, où il opta pour la faculté des sciences de la santé. Il soutient sa thèse de doctorat d'État en médecine en 2006 avec la mention très honorable et félicitations du jury. Après un bref séjour au service de la médecine B1 de l'hôpital national de Niamey, Dr Abdoulaye Amadou Traoré sert depuis 2007 au centre des femmes victimes de la fistule obstétricale et à la clinique médicale du plateau où il est médecin-chef. Aujourd'hui, Dr Abdoulaye Amadou Traoré a acquis une carrure et une maturité lui permettant de jouer un rôle de premier plan dans la construction d'un Niger uni, prospère et de progrès social. En effet, il a acquis une maturité et un profil qui le situe parmi les quelques Nigériens conscients d'avoir un rôle national à jouer. Mais il a sur la plupart d'entre eux l'avantage de pouvoir examiner la situation du Niger d'un regard neuf. Homme de contact et de dialogue, il a durant plusieurs années échangé sur des questions profondes de gouvernance et de développement, aspiration fondamentale de l'humanité avec ses concitoyens. Il a tiré la conclusion que le Niger a besoin d'un véritable changement et d'un homme nouveau à sa tête. Il a donc fait son choix. Dr Abdoulaye Amadou Traoré n'est prisonnier d'aucun clan politique. Son diagnostic est celui d'un technicien de l'action. Présider aux destinées de notre cher pays, pour Dr Abdoulaye Amadou Traoré, c'est prêter serment de travailler avec tous les Nigériens pour le progrès d'un Niger uni et de bâtir une société de responsabilité, d'espérance et de solidarité. Seuls les citoyens responsables peuvent trouver les chemins de liberté créatrice et prendre une part active à la détermination et la prise en charge individuelle de notre destin collectif. C'est pourquoi le progrès pour un Niger uni est le choix de Dr Abdoulaye Amadou Traoré pour un avenir commun. Restons toujours avec les candidats à la présidentielle du 21 février. Ce communiqué de presse du secrétariat exécutif national du CPR à Inganti. Et ce communiqué, donc, note, il nous a été donné de constater que depuis un certain temps, des rumeurs tendancieuses faisant état du retrait de la candidature à l'élection présidentielle du camarade Kassoum Maman Mokhtar dans le but de soutenir le candidat du PNDS à Tarayade le premier tour. Par ce communiqué, le CPR Inganti tient à apporter un démenti catégorique et formel et précise que la candidature de Kassoum Mokhtar à l'élection présidentielle est bel et bien maintenue. Le CPR Inganti poursuit dans son communiqué et demande à toutes ses militantes, tous les militants et sympathisants de sortir massivement le dimanche 21 février 2016 et se rendre aux urnes pour garantir une victoire éclatante aux camarades Kassoum Maman Mokhtar et à voter toutes les listes de ses candidats aux élections législatives. Par ailleurs, le CPR Inganti demande à ses militantes, militants et sympathisants de la diaspora et des circonscriptions spéciales, excepté celle de Ngurti, à voter les listes des candidats aux élections législatives du parti Modern FA Lumana. C'était là un communiqué du secrétariat exécutif du CPR Inganti, signé par le secrétaire exécutif national Moussa Maman.
Dans leur programme de campagne électorale, les différents candidats à la présidentielle se sont intéressés aux différents domaines de la vie socio-économique du Niger. Cependant, certains Nigériens se demandent quelle est la place réservée à la fiscalité. Reportage Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley. L'arène politique connaît une effervescence liée à la campagne électorale. Opportunément, c'est le printemps des programmes des candidats aux différents scrutins, où se pose à l'évidence la question de la fiscalité. Nous avons vu ça et là dans quelques programmes. Des candidats y ont fait allusion parce qu'ils voulaient augmenter la pression fiscale. Donc, la question qu'on aimerait se poser, c'est quel est le comportement de ces candidats vis-à-vis de la civilité fiscale, vis-à-vis de l'imposition. Si aujourd'hui, le commun des citoyens conçoit l'impôt comme étant plus un fardeau qui est à leur charge, il sait que aussi, quelque part, c'est seulement l'impôt qui peut garantir les activités, pérenniser les activités de l'État. Tous l'abordent dans leur programme, car une fois aux affaires, ils bénéficient des retombées. Aujourd'hui, il y a 15 candidats aux élections présidentielles, un certain nombre aux élections législatives. Quels sont les engagements qu'ils prennent? Quelles sont les catégories d'impôts qu'ils vont privilégier? Quelles sont les destinations qu'ils vont amener aux ces impôts-là? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que quand on dépose ces dossiers pour aller à la candidature, on demande un quitus fiscal. Donc ça veut dire que et même à leur niveau, ils doivent être en conformité avec l'administration fiscale pour pouvoir prétendre aux fonctions électives. Alors même qu'ils sont les premiers bénéficiaires de ces impôts-là, car c'est eux qui bénéficient de ces émoluments, de ces traitements. Quand on a été chef de l'État président, on est pris en charge à vie par l'État. Quand on a été député, de facto, on a droit à une retraite. Alors que dans d'autres professions, il faut à peu près 30 ans de carrière à la fonction publique, il faut cotiser un certain nombre d'années à la CNSS pour pouvoir avoir une retraite. Cependant, le distinguo entre ceux qu'ils professent et la pratique étant large, ils se doivent de matérialiser. Les promesses pré-campagne sont très difficiles à tenir parce que c'est un moment où on cherche le suffrage des électeurs. On voudrait leur promettre des choses qu'on n'est pas tellement sûr de remplir. Maintenant, est-ce qu'il faut signer une charte de bonne conduite? Est-ce qu'il faut faire signer des conventions avec des acteurs, avec les associations de la société civile? Je pense que le meilleur moyen pour faire respecter ces engagements par les candidats aux élections, c'est qu'ils présentent des programmes fiables. La fiscalité, moyen privilégié de financement des activités de l'État après l'endettement auprès de partenaires, plus que sur le bout des lèvres. Ces politiciens se doivent d'y croire et d'en faire une boussole. Dans le cadre des élections qui vont se tenir le dimanche prochain au Niger, une délégation de 130 membres de la CEDEAO séjourne au Niger pour superviser les dites élections. Cette mission qui va veiller à la tenue des élections transparentes, libres et crédibles a tenu sa toute première réunion cet après-midi au Palais de Congrès. C'était en présence de nos reporters Adam Ousmana et Chebou Guissou. La présente rencontre entre observateurs de la CEDEAO au nombre de 130 vise à s'assurer du bon déroulement du processus électoral en vue d'une élection libre, transparente et crédible au Niger. Well, the purpose of our being here in Niger Republic. Pour observer les élections présidentielles du 21 février, et cela en parfait accord avec le protocole de la CEDEAO en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Le but principal est de s'assurer que les élections vont se faire de façon apaisée, de façon calme, et pour pouvoir pérenniser cet acquis démocratique là aussi. Alors, leur devoir, ce pourquoi ils sont là, essentiellement leur mission, c'est d'observer et puis s'assurer que les élections sont passées en conformité avec les exigences de façon démocratique. Cette mission composée de deux groupes, dont l'un avec à son sein des membres de la Cour de la justice de la CEDEAO, du Conseil des sages de l'organisation régionale, ainsi que du Parlement de la communauté, et l'autre des spécialistes en sécurité, genre, opérations électorales, droit constitutionnel et communication, est conduite par l'ancien président intérimaire du gouvernement d'unité nationale du Libéria, qui lance à cette occasion ce message aux Nigériens. We want to encourage all Nigerians
Je voudrais exhorter le peuple nigérien à non seulement tenir ces élections, mais de les tenir de façon apaisée, de façon transparente, de manière à ce que cela devienne le point de départ de mon processus pour le bien de tout le peuple nigérien. On a évoqué le fait aussi que nous évoluons tous pratiquement dans le même environnement et je me rends bien compte d'une chose, ce qui affecte un pays particulier pourra aussi affecter les autres. Je le sais davantage parce que en tant que Libérien, je sais que la CEDEAO nous a apporté un soutien vraiment inestimable aussi dans le processus justement de cette consolidation de la paix. Donc cela c'est vraiment une manière moi aussi de vous inviter justement à aller dans ce sens-là et regarder de l'avant. À noter que ces observateurs seront déployés dans toutes les régions du pays à l'effet d'observer et de suivre toutes les opérations préélectorales et post-électorales du scrutin et de se prononcer sur son déroulement. Une autre mission qui séjourne toujours au Niamey dans le cadre de ces élections, c'est celle du comité interparlement de l'UOMOA qui a rendu une visite de courtoisie hier soir à la direction de campagne du parti UDR Tabata. Sidikou Ousmane et Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. L'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat à l'honneur à travers une telle visite, dite de courtoisie. Elle est celle d'une délégation du comité interparlementaire de l'UOMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Faire deux coups d'une seule pierre, c'est le caractère revêtu par leur déplacement au Niger. Tous sont des parlementaires. Ils prendront part à l'observation des élections présidentielles couplées aux législatives prévues le 21 février 2016. Dans le cadre de notre mission d'observation, nous sommes tenus de rencontrer les acteurs politiques, mais aussi les institutions et toutes les organisations qui travaillent à ce que ces élections se passent dans les meilleures conditions, de manière transparente, équitable et dans la sérénité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là avec le président Amadou Boubacar Sissé pour partager avec lui tous les aspects qui tournent autour de ces élections, et nous avons pu partager avec lui ses inquiétudes, mais aussi ses espoirs. Riche en éléments d'information, c'est dire que cette visite aura été enrichissante et édifiante. L'issue aura encore le mérite que tous soient à un même niveau d'information. Zakari Yakuba Di Yaou, Saga, candidat aux élections législatives dans le compte du parti Amen Amin au titre du 4e arrondissement communal de Niamey, était face aux habitants du quartier Saga. Hier soir, il s'agissait pour lui de demander le suffrage de ses habitants le 21 février prochain. Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Comme en témoigne cette mobilisation de la population du quartier de Saga en faveur de ce meeting du parti Amin Amen, on pourra, sans risque de se tromper, affirmer que Zakari Yakuba Di Yaou Saga, candidat aux législatives du 21 février au titre de ce quartier, a le soutien de tout Saga devant ses militants et en présence de l'épouse du président du parti, Zakari Yakuba, qui en a déjà fait pour cette population, s'engage à poursuivre ses actions pour le bien-être de la population de Saga. Saga pone go salam zamai kabila ai ga san sambaran ko dir ko dir tam sappa mu fatta markan ko dir fatta mu ko ga voto ti voto mo dir ko dir chaba voto ni kalo gati president dragono deputation gono deputation o arang bay parti kamaga go gel drawo te kasi ne Amin Amin la dancha na parti ono dem ko den tam sa para mus koy voto do haram na haram la dan photo guna wala haram mai photo guna era ba photo no sika in ko kan dara ne bali amen do ko ku ba ni da lafiya in ko den taban ta
Les consignes du vote ont été données par le candidat Yaou Saga, à savoir voter le PNDS pour les présidentielles et Amin Amin pour les législatives. Ainsi, c'est Ragayerdi que Zakari Yakuba quitte le lieu du meeting avec plein d'espoir. Un autre meeting toujours hier soir, c'est celui du parti Lumana au village de Kahé dans la commune rurale de Yuri. Un meeting pour mobiliser les militants autour des candidatures des candidats donc, du parti Modern FA Lumana. Ali Sissé, Ibrahim et Chebou Guisso pour le compte rendu. La place publique du village de Kahé, se trouvant dans la commune rurale de Yuri, a été envahie hier par les militantes et les militants du Modern FA Lumana. À quelques heures des élections présidentielles couplées aux législatives, les organisateurs du meeting de Kahé appellent leurs militants à se mobiliser davantage autour de la candidature de Hamma Amadou, comme le précise ici Belko Ibrahim, membre du bureau politique de Lumana. Notre message, c'était de leur faire comprendre que Hamma Amadou se porte bien. Et il nous a mandaté pour venir les rencontrer, pour leur expliquer que, Inch'Allah, s'ils votent massivement en sa faveur, ils sortiraient de prison. Donc c'est le message essentiel que nous avons envoyé à l'endroit de ces populations-là. Nous avons également saisi l'occasion qui nous est offerte pour leur expliquer comment ils doivent se comporter sur le terrain politique, puisque nous, notre démarche, elle est celle qui consiste à les inviter dans le calme à voter massivement au profit de notre candidat au présidentiel et au profit de nos candidats aux législatives. Il est à noter qu'au cours de ce meeting de Kahé, toutes les séquences portant sur la façon de voter ont été expliquées aux personnes ayant pris part, et cela afin d'éviter tout ce qui peut invalider le vote au moment du dépouillement. Un autre meeting, mais cette fois cet après-midi ici même à Niamey, c'est celui du candidat du PNDS Taraya Issoufou Mahamadou. C'est un grand meeting organisé au stade général à Seni Kounché en présence des représentants de tous les partis qui ont décidé de soutenir le président pour le deuxième mandat. Le temps de parler donc de ce meeting, notons cette déclaration hier du RDP Jama'a et PNA Al-Oumma qui ont rendu public une déclaration conjointe. Dans celle-ci, ces deux partis décident d'apporter leur soutien au président de la République pour un second mandat et demandent à leurs militants de voter le PNDS Taraya. Suivez plutôt la déclaration qui est lue ici par Mohamed Moussa du RDP Jama'a. De la pertinence de nos choix dépendront le devenir de notre pays, le Niger et de son peuple. C'est conscient de ces enjeux que le PNA Al-Oumma et le RDP Jama'a ont souverainement décidé d'apporter leur soutien à la candidature de son Excellence Issoufou Mahamadou dès le premier tour des élections présidentielles du 21 février 2016. En conséquence, nous appelons solennellement toutes les militantes, tous les militants et sympathisants de nos deux partis à faire le véritable choix patriotique dès le premier tour, le 21 février 2016, en votant Issoufou Mahamadou, candidat du PNDS Taraya et de la MRN. S'agissant du choix des députés nationaux, dans les circonscriptions ordinaires de Zender et de Niamey, les consignes de vote sont les suivantes. À Zender, les militants du PNA Al-Oumma votent en faveur du RDP Jama'a. À Niamey, les militants du RDP Jama'a votent en faveur du PNA Al-Oumma. Cet acte politique de portée hautement significative dénote de l'excellence des relations entre les dirigeants et les militants de nos deux formations politiques. C'est aussi le lieu de saluer l'exemplarité de la coopération entre le PNA Al-Oumma et le RDP Jama'a et d'encourager le renforcement des liens d'amitié dans tous les domaines d'intérêt commun. Vive la coopération PNA Al-Oumma RDP Jama'a, vive la démocratie,
Vive le Niger! Le réseau nigérien de gestion non violente de conflits Genovico a entrepris une campagne de sensibilisation et de mobilisation destinée aux jeunes de la région de Niamey. Elle rentre dans le cadre de la tenue des élections générales de 2016. Le point avec Ousmane Sidikou et Nasser Seydou. La tenue des élections apaisées au Niger. Le réseau nigérien de gestion non violente des conflits Genovico s'y implique à travers cette campagne de sensibilisation et de mobilisation des jeunes de Niamey. Liés au contexte particulier, des objectifs sont poursuivis. Dans cette situation de campagne électorale, les enjeux sont énormes. Les débats sont souvent très houleux et souvent tendent même vers une confrontation, même si juste elle est verbale. Donc, à notre sens, nous avons estimé que nous pouvons apporter notre contribution pour avoir un processus électoral apaisé dans notre pays, en mobilisant les jeunes des partis politiques, les jeunes des associations scolaires, des associations des jeunes, pour échanger avec eux afin qu'on trouve ensemble les moyens pour contribuer à un climat apaisé dans le déroulement du processus électoral. Cette initiative du projet Genovico est aussi guidée par une démarche. Notre démarche ne consiste pas simplement à venir distiller des connaissances ou à vous donner un renforcement de capacité, mais nous pensons que, dans notre avis, la meilleure démarche, c'est de vous responsabiliser, c'est de vous mettre face à vos responsabilités en vous engageant des réflexions pertinentes avec vous pour que vous-même soyez les acteurs ou en tout cas les responsables de votre avenir. Issus des différentes couches socio-professionnelles, ces jeunes seront outillés sur les enjeux réels de ces élections et en retour, porteurs des messages positifs pour que se réalise ce vœu cher à tous, la tenue des élections apaisées au Niger. Le souhait de tout le monde, Ousmane Sidikou. Le Niger a honoré à travers le styliste Alfadi. Il a été élevé au grade d'ambassadeur de la paix par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Alfadi s'engage ainsi à promouvoir la paix. Il a dit ce jeudi au cours d'un point de presse qu'il a animé. Résumé, Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le couturier Alfadi n'est plus à présenter tant sur le plan national qu'international. L'initiateur du Festival international de la mode africaine s'est placé en avant-garde du combat pour le rayonnement de la culture africaine à travers le monde. Et pour féliciter le dynamisme qu'affiche Alfadi, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'a nommé ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Mais Moustapha Fernand, témoin à la cérémonie, explique l'importance d'une telle nomination. C'est pour que nous prenions conscience de l'honneur qui a été fait au Niger à travers la nomination d'Alfadi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la culture nigérienne qui est portée par Alfadi. Ce n'est pas la personne ou la mode exclusivement. C'est toute la culture nigérienne qui est récompensée. Et aujourd'hui, Alfadi ne nous appartient plus. Parce que demain, il peut se retrouver au Zimbabwe ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en tout cas dans tous les pays membres de l'UNESCO. Alfadi, conscient de l'énorme tâche qui l'attend, entend entre autres travailler à la promotion de la culture de la paix. On doit essayer de donner la chance à notre pays d'être un pays de paix. Nous sommes aujourd'hui en pleine élection. Et pour moi, je crois que cette nomination, ça veut dire, j'ai voulu pour fêter ça avec vous, la presse. Je voulais vous remercier d'être là tous aujourd'hui, mais surtout, fêter une élection apaisée. Montrer que sans paix, il n'y a pas de vie. Sans paix, il n'y a pas de développement. Le président Houphouët-Boigny l'a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. De la manière dont on va se comporter pour élire le futur président, on doit se donner la main, on doit s'aimer, on doit s'accompagner, on doit montrer que le Niger est un pays un et indivisible.
Ainsi, Alpha Ducom pour dire que sa nomination ne s'arrête pas seulement à sa personne dédie sa désignation comme ambassadeur à l'ensemble des artistes du Niger. Félicitations donc à Seydina Ali, donc Alfadi. Suite à des séries d'entretiens des candidats à la présidentielle du 21 février prochain, aujourd'hui nous vous proposons celui du candidat du Parti du Progrès pour un Niger uni PPNU Saoui, Dr Abdoulaye Amadou Traoré. Il présente ses ambitions pour le Niger s'il serait élu. Très bonne réception. Monsieur Abdoulaye Amadou Traoré, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, le premier tour du 21 février 2016. Monsieur Traoré, sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Bien, bonsoir à tous et merci de me recevoir sur le plateau. Le projet de société que nous présentons s'appelle le Progrès pour le Niger. C'est un projet qui a 6 axes. Le premier axe traite du capital humain, le deuxième de la création de richesses, le troisième des infrastructures et des services, le quatrième point la gouvernance, le cinquième point de la promotion de l'art, de la culture et du sport, et le Niger sur la scène internationale. Voilà les grandes lignes de notre projet de société que nous comptons proposer au peuple nigérien. Un volet important, c'est l'éducation. On se rend compte aujourd'hui que notre système éducatif est décadent, complètement par terre, excusez-moi l'expression, et cela, nous sommes tous responsables de cet état de fait. Au moment où les gens devaient réagir pour remonter la pente, il y a eu une démission de l'élite justement. Pourquoi? Parce que nous sommes issus de l'école publique nigérienne. Nous, aujourd'hui, cadres de ce pays. Alors, on a constaté qu'à partir d'un certain temps, on est passé à la contractualisation avec très peu de professionnels dans le système éducatif. Malheureusement, cette élite a préféré amener ses enfants dans le système privé et laisser le système public se dégrader et dire le bas peuple, ce n'est pas notre affaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes tous trompés et qu'il est temps que les gens reviennent à certaines réalités, que les gens reprennent l'école en charge pour lui donner ses lettres de noblesse. Et je dis aujourd'hui, nous sommes tous fiers de ce que nous sommes, mais nous sommes le fruit de l'école publique. Et pourtant, tous nous avons abandonné l'école publique. Alors je pense que une des priorités, c'est de redonner vraiment les lettres de noblesse à cette école à travers d'abord l'audit du système éducatif qui va nous montrer vraiment les lacunes et apporter les corrections nécessaires. Parce que tout développement doit être basé sur la ressource humaine. Et malheureusement, avec ce système, on aura une ressource humaine de pas bonne qualité. Et ce que les gens oublient, c'est que nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger parce que aujourd'hui, ces jeunes qui sortent de ces écoles seront les futurs cadres de ce pays. Alors, quel type de cadre aurons-nous à l'arrivée? Alors, je pense qu'il est temps que les gens fassent le point pour redémarrer une école de qualité au bénéfice du Niger, au bénéfice du développement. Le deuxième aspect de la production des richesses au Niger, c'est essentiellement dans le domaine de la production. On se rend compte que dans notre pays, nous produisons très peu, nous transformons très peu et nous exportons très peu. Alors, pour nous, le plus important, c'est d'amener les gens vers la production, et particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Parce que aujourd'hui, il est clair que les Nigériens ont faim. Et les Nigériens ont faim, je ne vois pas de production possible quand les gens ont faim.
Je ne vois pas de développement possible quand les gens ont faim. Je ne vois pas de résolution des problèmes de santé quand les gens ont faim. Alors pour nous, il est important d'amener les gens vers la production. Et cette production se fera seulement avec un leadership clairvoyant, un leadership engagé et surtout très peu de bureaucratie. Parce que très souvent au Niger, on nous dit faites, mais on ne fait pas soi-même. Alors nous nous sommes dit que le problème du Niger est relativement un problème de leader, un problème d'orientation, et qu'aujourd'hui les dirigeants dont le peuple a besoin, c'est des dirigeants qui sont au devant de l'action, des dirigeants qui amènent le peuple véritablement à comprendre et à se prendre en charge. Et notre programme justement invite les Nigériens à la responsabilité, invite les Nigériens à se prendre véritablement en charge. Le Niger est un pays très riche. Nous avons un potentiel hydrique important. Donc nous pouvons produire. Ce qui nous manque, c'est la maîtrise de ce potentiel l'eau. Très souvent, on se rend compte que les populations souffrent de ce manque d'eau. Et pour moi, il est important que cet aspect soit maîtrisé pour amener les gens vers la production. Parce que si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas produire. Et pourtant, nous avons de l'eau dans notre sous-sol qu'il suffit de valoriser et permettre aux populations de s'atteler aux activités de production. L'autre volet important, c'est la santé. Aujourd'hui, le système sanitaire n'est plus à décrire. Vous allez à l'hôpital national de Niamey, un accidenté vous tend une ordonnance. Alors, vous voyez que pourtant, le service des urgences dans chaque pays est la vitrine du système de santé. Tout le monde voit aujourd'hui les conditions de travail des agents de santé. Très souvent, on leur reproche de ne pas s'occuper suffisamment des patients, mais c'est un jugement à tort. Je ne suis pas là pour faire l'avocat des agents de santé parce que je suis de la santé, mais malheureusement, ils sont confrontés à certaines réalités. Quand un service, par exemple des urgences, ne dispose pas des kits de secours d'urgence, alors vous voulez que ces gens-là, ils travaillent avec quoi? Tout notre système, aujourd'hui, est à revoir. Malheureusement, on se rend compte également qu'au Niger, on a des pôles d'excellence que dans les gros centres. Alors, pour faire une césarienne, il faut référer. Pour une intervention chirurgicale, il faut référer. Très souvent, on accuse le système de ne pas intervenir à la périphérie. Mais il faut développer un minimum pour permettre à tous ces agents de pouvoir exercer. Aujourd'hui, vous êtes gynécologue, vous allez à la maternité Sacré-Gazobi, vous avez 2 blocs. Eh bien, vous avez beau avoir la volonté pour intervenir, vous ne pouvez pas le faire parce que l'infrastructure n'est pas adaptée pour qu'on puisse accélérer le rythme des interventions. Donc, vous voyez que nous avons le devoir de créer des pôles d'excellence, non seulement pour décongestionner les centres urbains, mais pour permettre aux populations d'être plus proches des centres de santé. Nous avons beaucoup de centres périphériques qui peuvent être équipés et être à la disposition des populations. Dans ce domaine également, c'est le renforcement des capacités des agents de santé. Nous avons besoin de beaucoup de spécialistes pour que ce pays, le système de santé de ce pays puisse être performant. Vous avez des situations où, bon, malheureusement, c'est des erreurs dans la conception même des projets de santé au Niger. Ce que nous décrions très souvent, parce que quand vous avez des scanners qui ne sont pas à la portée des populations, le coût est élevé. Et quand vous faites des centres de radiothérapie, alors qu'au Niger, on sait que 90% des cancers sont dépistés à un stade terminal. Alors on se demande quel est l'intérêt d'avoir un centre de radiothérapie quand on ne va pas vers la prévention. Donc, dans notre projet de société,
nous insistons beaucoup sur la prévention parce que la prévention fait une meilleure prise en charge de nos populations. Le volet sécuritaire qui nous tient beaucoup à cœur, dans notre projet de société parce qu'aujourd'hui on se rend compte que nous sommes entourés aujourd'hui de pays instables et qui risqueraient d'avoir beaucoup d'impact sur la vie de nos communautés. Donc, dans notre projet de société, la sécurité tient un rôle important. Également, nous avons, pour avancer, pour faire un développement, besoin des femmes. Et les femmes, nous le considérons comme étant le moteur du développement pour notre pays. Et particulièrement la femme rurale, qui aujourd'hui se bat pour survivre. Alors, dans notre projet de société, nous avons prévu ce que nous appelons le plan d'action en faveur de la femme rurale, qui prend en compte certaines réalités de la femme rurale, qui apporte un certain appui économique pour permettre à ces femmes de produire, pour permettre à ces femmes de devenir autonomes et créer de la richesse. Également, le volet des jeunes. Malheureusement, ici, on a coutume de dire que la jeunesse nigérienne ne travaille pas. Mais nous pensons que non. La jeunesse nigérienne est pleine de talent. La jeunesse nigérienne est engagée pour travailler pour le développement. Malheureusement, tous ceux qui sont porteurs de projets ne trouvent pas les moyens nécessaires pour mettre en application leurs projets. Donc, dans notre projet de société, nous avons prévu le fonds d'appui à l'initiative jeune. Un fonds qui va permettre à ces jeunes la réalisation de leurs projets. Très souvent, on demande à ces jeunes, apportez-nous une garantie. Et quand on sait qu'au Niger, très peu de gens sont nantis, alors nous disons qu'il faut apporter une solution à ça et permettre à cette jeunesse véritablement de s'investir dans le développement de ce pays. Un point également qui est important, qui nous tient à cœur, c'est les retraités. Vous savez, au Niger, les gens ils partent à la retraite, moi je dis plutôt très jeunes. Alors, ces gens, une fois partis à la retraite, sont laissés à eux-mêmes. C'est un potentiel important, c'est des ressources humaines de qualité qu'on perd. Nous, dans notre projet de société, nous avons prévu le fonds d'aide à la retraite. Ce fonds va donner une seconde vie à ces hommes et à ces femmes d'expérience et pouvoir se mettre à leur compte et générer de l'emploi, créer de la richesse également pour ce pays. Monsieur Traoré, alors comment comptez-vous mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de votre programme? Vous savez, au Niger, on a beaucoup de ressources mais qui ne sont pas mobilisées. Nous avons les ressources financières qui, normalement, devaient être suffisamment mobilisées, mais malheureusement, compte tenu du non-respect des textes en matière de recouvrement de ressources, très peu de fonds sont engagés dans les caisses de l'État. La nature nous a dotés de certaines richesses, notamment les richesses minières, que sont l'or, l'uranium, le pétrole. Aujourd'hui, c'est une manne importante qui doit servir véritablement aux services sociaux de base. Je pense que suffisamment de ressources peuvent être mobilisées à travers les ressources naturelles. Nous avons également la seconde ressource qui est naturelle également, qui peut générer beaucoup dans le financement de notre programme, c'est la production agricole et l'élevage. Nous sommes en Afrique de l'Ouest l'un des pays au plus fort nombre de têtes de bétail. C'est une richesse que nous devons exploiter. Il faut également passer à la transformation et à l'exportation.
Nous avons aujourd'hui des produits qui ne sont pas valorisés et qui peuvent générer énormément, sur lesquels nous allons mettre l'accent. C'est notamment les produits de l'élevage, avec l'implantation et le renforcement des unités de production et de transformation en vue d'exporter nos produits. Les produits agricoles, je prends par exemple l'oignon de Galmi, qui peut être source de revenus importante pour le Niger. Mais malheureusement, tous ces secteurs sont abandonnés. Et il va falloir les revaloriser notre production agricole et produire de la richesse. Donc, bien sûr, il y a toujours l'accompagnement des bailleurs de fonds, mais l'essentiel partira de la mobilisation des ressources internes. Comme je dis, au Niger, nous avons tous les textes dans le domaine de recouvrement des impôts, mais malheureusement, qui ne sont pas appliqués. Parce que il y a trop de laisser-aller, il y a trop de clientélisme, il y a trop de laisser-faire. Donc nous pensons que la rigueur dans la mobilisation des ressources au niveau des impôts doit être une source de revenus importante pour le financement de ce programme. Ajouté aux ressources agricoles et aux ressources minières, nous pensons que le Niger peut amorcer véritablement son développement. Oui, M. Traoré, si vous êtes élu président de la République, quelle serait alors la priorité de vos priorités? Au Niger, nous avons 4 priorités majeures qui doivent partir ensemble. C'est l'eau, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est l'élevage. Disons, l'eau et l'agriculture vont de pair, la santé, l'éducation et la sécurité. Voilà les priorités des priorités. Parce que je vous dis, au Niger, les gens ont faim. Et quand quelqu'un a faim, je vous dis, il n'a pas le temps de trop réfléchir. Et je vous donne un exemple très simple pour comprendre à quel point les Nigériens ont faim. Sortez le matin, prenez du massa et appelez les gens pour l'aumône. Et vous verrez le nombre de personnes qui vont se bousculer pour prendre les 2 galettes. C'est un signe qui traduit l'état de malnutrition de notre population. Ici, en centre urbain. Mais qu'est-ce qui se passe alors en brousse? Qu'est-ce qui se passe en milieu rural? Voilà les questions qu'on doit se poser. Voilà des indicateurs qui montrent clairement que notre peuple a faim. Et nous ne devons plus attendre. Voilà pourquoi je dis, en fait, tout est prioritaire au Niger. La preuve, nous sommes derniers de la planète, c'est qui ne nous honore pas. C'est qui ne nous honore pas du tout. Alors je pense que tout un chacun, aujourd'hui, doit prendre conscience que ce Niger, nous sommes les seuls à pouvoir le développer. Nous, Nigériens, nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre que nous. Et nous avons l'intelligence nécessaire, nous avons les ressources nécessaires pour amorcer véritablement le développement. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est évident que toutes les populations nigériennes ont pris conscience que notre vrai problème, c'est un problème de leadership. On nous a toujours servi une gouvernance bureaucratique. Aujourd'hui, qui s'est révélée être chaotique. Donc, la gouvernance qui devait impulser le développement au Niger, caractérisée par une administration au rabais, une justice qui, tant bien que mal, essaie d'être autonome. Voilà un peu la situation de notre pays. Et tout se résume en un seul mot, un problème de leadership.